Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont, on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des Commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur sert la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas passant cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Merci à vous donc pour oreille attentive. Vous pouvez donc réécouter Coin du DP sur YouTube en tapant Radio RCJ-Coin du DP. Radio RCJ-Coin du DP. L'invité du jour n'est autre que Elom Ati Sobwe, directeur d'application du journal La Nouvelle Tribune. Elom, bonjour, bonsoir. Bonsoir Eugène et bonsoir à tous les fidèles auditeurs de RCJ. Voilà. Et commençons par nous, puisque on dit quoi bien ordonné commence par soi. La charité bien ordonnée commence par soi. Voilà. Oui. La commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse a présenté son rapport d'activité 2015 au président des organisations et associations de la presse, au directeur de publication radio et télé hier, et jeudi, occasion également d'avoir une idée sur les modalités d'obtention de l'aide de l'année 2016. Au moins, les bénéficiaires, cette fois-ci, ont été éclairés. Et ce qui n'était pas le cas. Elom Ati Sobwe. Non, je pense qu'il faut d'abord féliciter le bureau de la HAC, en l'occurrence son président, M. Pitang Tchala, pour le nouveau visage ou la nouvelle dynamique qu'il est en train d'impulser au niveau de la HAC. Déjà, dans un premier temps, quand la HAC avait bouclé ses 100 jours, on a assisté à une conférence de presse où le bureau exécutif de la HAC a quand même présenté aux journalistes ces 100 jours de mandat. Ensuite, les perspectives. On a quand même assisté à cette conférence de presse où le président de la HAC a présenté les perspectives de la HAC et ce qui a été fait. Il faut rappeler également que c'est sous le nouveau président de la HAC aussi que il y a eu un certain nombre de choses qui ont été rendues possibles, dont l'accord du financement par le gouvernement pour pouvoir avoir un nouveau siège au niveau de la HAC, ou pouvoir rénover le bâtiment qui abrite la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Et donc tout ça aujourd'hui, je pense quand même que c'est à mettre à l'actif du nouveau bureau. Et donc cette sortie médiatique pour présenter le rapport d'activité de la gestion de l'aide de l'État à la presse 2015 s'inscrit dans cette dynamique aussi, pour dire finalement que c'est la première fois, ou bien l'une des rares fois qu'on assiste à un rapport en bonne et due forme en 2015 par rapport à la façon dont l'aide de l'État à la presse a été gérée en 2015. Maintenant, aujourd'hui, il y a lieu de plaider à ce que cette aide soit revue à la hausse, parce que c'est ce qui est fondamental maintenant. On a plus de titres de journaux, plus de radio, plus de télévision aujourd'hui de Lomé à
racines cassées, si bien que les 75 millions alloués annuellement comme aide de l'État à la presse au Togo actuellement ça fait 100 millions. 100 millions plutôt. Les 100 millions sont quand même insuffisants par rapport à tous ces titres de journaux, à toutes ces radios et à toutes ces télévisions que nous avons sur l'étendue du territoire national. Voilà. L'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique, accélérant la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances. Voilà, et l'homme, le thème choisi pour la célébration de la journée de l'enfant africain ce 16 juin. Bon, je pense aujourd'hui que la journée de l'enfant africain qui est célébrée chaque année un peu partout dans le monde, précisément en Afrique, est une journée qui replace même la problématique de l'enfance au cœur du débat. Aujourd'hui, ce qui a lieu de poser comme débat fondamentalement, c'est ces migrants mineurs que nous voyons au niveau de l'Afrique beaucoup plus. Vous voyez par exemple dans les canaux de fortune, dans les embarcations de fortune, des enfants qui sont transportés par leurs parents. Vous voyez des mineurs qui quand même sont entassés dans des pirogues, etc. Et donc le nombre va grandissant, le nombre de ces jeunes ou de ces mineurs, de ces enfants qui veulent coûte que coûte rejoindre l'Europe va grandissant. Et donc il y a lieu aujourd'hui de replacer également cette problématique des migrants mineurs au cœur du débat. Au-delà du fait que l'enfant africain souffre, au-delà des clichés qu'on nous envoie par rapport à ces enfants maigrichons, à ces enfants qui sont frappés par la famine un peu partout dans les pays africains, il y a lieu de s'interroger véritablement sur la façon, la manière de protéger l'enfance afin que l'enfant africain ne soit plus vulnérable, afin que l'enfant africain puisse avoir droit à l'éducation et puisse avoir un droit au logement et un droit à une vie saine. Et sans oublier également les petits à Lomé dans nos grands carrefours, effectivement, qui quelquefois même sont tamponnés par des véhicules, des motos, parce qu'ils sont là pour vendre peut-être de l'arachide, des pommes pour maman. Oui, en fait, aujourd'hui, vous savez, la pauvreté en Afrique est endémique et plus précisément au Togo, vous voyez à tous les coins de rue ces enfants-là ou au feu rouge, ces enfants qui se démerdent et qui veulent aussi faire quelque chose. Mais d'un autre côté, il y a aussi la délinquance, ceux qui ont refusé d'aller à l'école et qui ont abandonné les classes et qui veulent rapidement faire du business et avoir de l'argent. Il y a aussi ces cas parmi ces enfants-là. On va pas forcément dire en même temps que c'est la faute aux parents ou c'est la faute à X ou Y. C'est d'abord aussi quelque part la faute aux enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont des enfants récalcitrants et qui ont vite abandonner la classe pour dire bon, moi je vais me lancer dans le business, et qui vendent un peu de tout au niveau des feux tricolores. Et donc c'est le lieu de rappeler et que dans un aspect inclusif en ce qui concerne la scolarité au niveau de l'enfance, il va falloir qu'on puisse redoubler d'efforts pour quand même scolariser d'abord la jeune fille, qui est une problématique fondamentale, et voir dans quelle mesure on peut également rendre inclusif la scolarisation de l'enfant, afin qu'on ne puisse pas assister comme on le voit un peu partout à Lomé, à ces enfants-là qui vendent n'importe quoi, de petits trucs à la sauvette au niveau de nos feux tricolores. Voilà. Et candidat invité du jour, Yoram Atisogbe, directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. 2559 cas d'accident, 315 morts, 5245 blessés. Je crois que c'est les grands points du bilan dressé hier par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yaak Daham. C'est pas trop en 6 mois? Oui, c'est excessif et les chiffres sont choquants. Oui, effectivement, c'est vraiment choquant, et il y a lieu d'appeler au civisme sur nos routes. Vous voyez, quand vous êtes en circulation, vous voyez toutes ces personnes qui conduisent comme des gens qui sont en état d'ivresse. Il y a des gens même qui vous insultent, bien qu'un conduit mal, ils vous disent ouais, dégagez et tout ça, mais il y a quand même une certaine exagération qui se pratique sur nos routes. Mais moi d'abord, j'impute la faute à ceux qui sont en charge de la sécurité routière. Quand vous prenez par exemple... En quel sens on les déploie quand même, hein? En quel sens? Oui, mais déployer c'est bien, mais faire le suivi rigoureux c'est mieux. Vous voyez, vous prenez une route comme Lomé-Palimé, une route comme Lomé-Karala national numéro 1. Vous voyez, quand vous voyagez, vous voyez des camions où on a entassé des sacs de charbon sur des camions où
où des enfants ou des jeunes montent sur les charbons. Mais vous voyez des camions où on charge des sacs de charbon, peut-être environ 2-3 mètres, mais vous êtes effrayé, vous dites, mais lui, il fout quoi en haut? Mais les agents de la sécurité routière, ils voient ces camions passer chaque jour, mais ils ne disent rien. Ça aussi, c'est quand même effarant, c'est quand même choquant. C'est parce que les chauffeurs ont murmuré, c'est le jargon lui-même ça. Il faut murmurer d'abord, sinon tout à terre. Tout à terre. Oui, mais il va falloir qu'on puisse vraiment mener une politique bateau pour pouvoir effacer tout ça ou mettre ces agents au pas, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a des agents de la division de la sécurité routière sur nos routes et assister à des camions qui ont des charbons de bois qui veulent toucher le ciel. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, on a aussi des véhicules on se pose vraiment la question de savoir si ces véhicules ont effectivement fait la visite technique. Vous voyez des véhicules qui roulent et dont la fumée est presque noire, vous ne voyez rien devant, et vous voyez des véhicules qui sont penchés d'un côté, mais qui roulent à une allure inimaginable. Mais tout ça... Parallélisme zéro. Oui, parallélisme zéro. Mais tout ça, c'est la faute à qui? Mais qui autorise les véhicules-là à rouler? C'est quand même paradoxal. C'est qu'au niveau des transports routiers, au niveau de la sécurité routière, quelles sont les dispositions qui sont prises pour extirper de la circulation des véhicules qui sont dans cet état-là? Donc tout ça aujourd'hui, c'est quand même un grand chantier qu'il va falloir mener pour que définitivement on puisse arrêter ça. Vous prenez par exemple aussi des véhicules qui garent au bord des routes et dont on dit qu'ils encombrent la circulation, etc., qui provoquent des accidents. Par exemple, vous avez une petite tronçon de 30-40 mètres, vous voyez un véhicule qui vient et qui gare comme quelqu'un qui est sur un parking personnel et qui gare. Mais vous voyez derrière des agents de la sécurité routière qui viennent immobiliser le véhicule et on l'amène, on traque le véhicule, on l'amène au poste et derrière vous allez voir le gars dit non, moi je ne vais pas payer une taxe d'encombrement qui est visée à 30 000, moi je ne vais pas payer, je connais X, je connais Y, je vais l'appeler, pourquoi est-ce que vous prenez mon véhicule, etc. Mais donc tout ça aujourd'hui, ça fait que on ne sait pas vraiment si au niveau de nos autorités on veut réellement assurer la sécurité routière, parce qu'il ne sert à rien de dire à celui ou à celle qui roule qu'il n'a pas le permis ou qu'elle n'a pas le permis. Au niveau des autorités, est-ce que réellement on contrôle pour savoir celui qui n'a pas le permis, qu'est-ce qu'on lui fait? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Pire encore, au carrefour Limousine, les véhicules garent sur passage piéton à la barbe même des policiers qui sont là. Je me demande si ces policiers même maîtrisent ce code de la route. Oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a un réel problème de sécurité routière au Togo. La dernière fois, je parlais par exemple des panneaux de signalisation et des panneaux d'indication, etc. Vous avez au Togo des panneaux qui ne répondent pas aux normes. Il faut le dire. Vous avez des panneaux, par exemple, qui signalent le passage à niveau, mais des panneaux qui signalent le passage à niveau avec 2 traits, ça fait 200 mètres. Les panneaux qui signalent le passage à niveau avec un trait, ça fait 100 mètres. Vous avez au Togo des panneaux qui signalent le passage à niveau avec 2 traits, mais on met 100 mètres en bas. Mais on se demande si on est en pleine capitale. Mais ces policiers aujourd'hui qui au carrefour Limousine, qui laissent les véhicules garés du côté du passage piéton, mais qui ne disent rien, etc. Vous avez des policiers même qui disent bon frère, il faut faire quelque chose ce matin parce que c'est chaud. Mais tout ça, ça ne peut pas favoriser une bonne circulation routière. Les policiers sont d'abord là pour contrôler l'état du véhicule, pour savoir si le conducteur est dans un état réglementaire, est-ce qu'il n'a pas bu, est-ce qu'il a son permis, est-ce que les pièces du véhicule sont à jour, etc. Mais pas pour prendre de l'argent auprès du conducteur ou pour se faire corrompre. Donc il y a un réel problème au niveau de la sécurité routière dans notre pays. C'est un vaste chantier, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ces morts qu'on dénombre aujourd'hui sur nos routes ne sont pas uniquement la faute à ces citoyens-là qui font preuve d'incivisme et qui ne respectent pas beaucoup de choses. Ils violent les feux rouges. Vous voyez des gens qui, au niveau des feux rouges, quand le feu orange s'allume, c'est maintenant qu'ils appuient sur l'accélérateur parce qu'ils veulent vite passer. Et donc tout ça, ça dénote même de l'insouciance qu'il y a dans le pays. Mais il va falloir que les autorités puissent taper du poing sur la table. En Europe, par exemple, un pays comme la France, vous voyez par exemple, selon les informations que nous avons, par exemple, au niveau des boîtes de nuit
les vendredis déjà, vous voyez, la sécurité routière se renforce au niveau des boîtes de nuit. C'est-à-dire que quand vous sortez immédiatement d'une boîte de nuit ou d'un bar, vendredi, samedi, le policier vous fait l'alcool test pour savoir si effectivement le taux d'alcool dans votre ça dépasse. Mais si ça dépasse, si la machine signale on serre le véhicule, que ça dépasse, on serre le véhicule, on vous enlève des points de votre permis de conduire. Et si vous répétez ça une deuxième fois, carrément, vous retirez le permis. Et si toujours en limousine, les policiers aident même les alcooliques à prendre le véhicule. Donc, je sais de quoi je parle. Et donc voilà. Il ouvre la portière, il rentre et puis il démarre. Voilà, donc ces accidents qu'on dénombre aujourd'hui, il va falloir qu'au niveau de la sécurité routière, on puisse vraiment mener une campagne. C'est là où je félicite l'association ESPIAT, Espace d'idées et d'action pour le Togo, qui a quand même essayé d'implanter 2 radars pédagogiques au niveau de la route Casablanca. Vous voyez, sur la route Casablanca, vous avez 2 radars qui signalent la limitation de vitesse. Vous voyez ça sur la route, etc. Mais les gens ne savent pas exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que sur la route, là, le panneau indique que vous ne devez pas dépasser 40 km à l'heure. Et donc, quand vous dépassez 40 km à l'heure, le radar clignote et dit 42, 43, danger. Et le chiffre est en rouge. Mais aujourd'hui, on constate que les gens passent, ils voient le panneau, ils voient le truc, ils voient le radar, mais ils disent rien. Jeu de lumière. Ça y est, pour eux. Les Togolais pensent que c'est jeu de lumière. Pour eux, c'est un jeu d'enfant. Ils regardent 43, 45. Ils regardent bien qu'on a mis danger, mais il accélère, il passe parce que lui, il n'a pas la notion de la route. Il faut sensibiliser aussi. Hein. C'est salutaire. Voilà, oui, même à Kara récemment où on y était pour couvrir cette activité, là où on a offert également un radar pédagogique aux autorités préfectorales de Kara, un radar qui a été installé sur la route, le carrefour Lama, le carrefour Tombe, identifié comme un carrefour accidentogène, et on a quand même essayé de sensibiliser, de primer des gens qui ont été identifiés comme meilleurs conducteurs ou meilleurs, des modèles de conduite dans la circulation. Et donc ça a été fait avec l'appui de la division de la sécurité routière et de la préfecture de la Causée également. Et donc ça, aujourd'hui, ce sont des actions comme ça qu'il faut encourager. Mais bizarrement, on a implanté le radar là, et les autorités nous disent c'est une association de la société civile qui s'est pris sur lui le devoir, qui a pris sur lui le devoir de pouvoir offrir au Togo 2 radars pédagogiques. Et donc maintenant, ce qui revient aux autorités de faire, c'est de doter ce radar pédagogique d'un système de flash. C'est-à-dire ceux qui dépassent systématiquement la vitesse maximale, ils sont flashés et ils sont amendés. Voilà, effectivement. On prend l'immatriculation et puis bon. Et puis vous êtes amendé. Si vous payez 2 fois 20 000, 30 000 francs en circulation parce que vous avez excédé la limitation de vitesse, je ne suis pas sûr que sur un autre tronçon, vous allez répéter la même chose. Bon, avant d'aller à un autre sujet, je crois que aujourd'hui, ce sont ces véhicules administratifs et les hommes en tenue qui causent plus de dégâts à ces feux rouges parce que vous êtes là, un véhicule immatriculé RTG arrive et klaxonne et puis soit c'est un homme en tenue, en treillis, disons, treillis reconnu comme force de l'ordre qui passe, ce qui fait que nos amis émigrants aussi rentrent dedans, et Sodia Inchamaï, eux aussi, ils rentrent dedans. Mais quand même, il faut, en une minute, qu'est-ce qu'il faut maintenant à l'usager? Parce que vous savez, le ministre Yak ne va pas mettre quand même à la disposition de chaque usager un policier. Hein. Oui, mais c'est ça aussi. C'est pour ça que je parlais tantôt du programme d'éducation à la sécurité routière. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, d'abord au niveau, c'est vrai qu'on fait de la prévention routière au niveau de l'école primaire, etc. On a fait tout ça à l'école, mais il faut également un programme d'éducation à la sécurité routière. C'est important d'implémenter ce programme aujourd'hui qui va commencer à la base, qui va aller dans les services, dans les sociétés d'État, parce qu'on identifie des chauffeurs un peu partout dans les sociétés d'État ou dans les sociétés, mais il va falloir qu'on puisse leur inculquer une certaine dynamisme au niveau de la sécurité routière. Vous avez des gens qui sont, au lieu d'être chauffeurs, sont des chauffeurs et qui roulent à tombeau ouvert et qui vous disent foutez le camp, dégagez et tout ça, mais c'est quand même écœurant, effarant. Donc il va falloir qu'au niveau de la sécurité routière on puisse renforcer le contrôle et inculquer ce qu'on appelle ou mettre en place le programme d'éducation à la sécurité routière pour voir dans quelle mesure on peut sensibiliser. On peut aussi sensibiliser à travers les images choquantes au niveau des carrefours. Si vous prenez le grand contournement où les gens roulent comme je ne sais plus, ils considèrent ça comme une autoroute, donc les gens roulent à 120, 140 à l'heure parce qu'ils veulent aller vite, ou la route est dégagée, il n'y a pas de dos d'âne, il n'y a aucun panneau de signalisation. Quand vous prenez cette route, il n'y a pas de dos d'âne, il n'y a aucun panneau de signalisation, les gens roulent parce qu'il faut rouler, et donc tout ça, ça ne limite pas les risques d'accident. Quelquefois on se demande si l'État a mal fait de faire des routes.
Oui, bon, on peut se poser cette question. Mais, parce que quand on a fini de faire les routes, il y a eu les accidents qui se sont accumulés. Et voilà, et puis avec un accent par rapport aux morts. Oui, c'est vrai, mais vous savez, on ne peut pas développer un pays en ne développant pas la route. Donc la route du développement passe par le développement de la route, oui, mais avant de pouvoir parler de développement, il faut que les routes existent. Mais si aujourd'hui, on ne construit pas pour qu'on ait des morts, on construit pour faciliter la circulation, pour désengorger les villes, pour désengorger la circulation, mais pas pour que les gens roulent à tombeau ouvert. Vous voyez des gens, comme je l'ai dit tantôt, qui roulent et qui reviennent, etc. Mais il va falloir qu'au niveau des autorités, comme je l'ai dit tantôt, il va falloir faire des choses convenablement. Regardez par exemple une ville comme la ville de Kara aux Evala. Quand vous êtes aux Evala à Kara, les routes sur lesquelles on circule, vous voyez un panneau de signalisation, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, mais c'est inimaginable. Mais ce que je dis, c'est vu et constaté. C'est-à-dire, c'est vrai que beaucoup de personnes ne font pas attention. Mais quand vous roulez, vous allez à Lassa, vous allez à Pia, vous revenez, vous allez à Yadebo, etc. Vous ne voyez aucun panneau de signalisation. À part les feux rouges, vous ne voyez aucun panneau qui vous indique qu'ici, il faut faire une pause arrêt, il faut faire ceci, faire cela. Vous avez juste des panneaux qui vous indiquent ici, vous allez à Niamchougou, ici, vous allez à Pia, ici, vous allez à Karaville, etc. Il faut aussi voir dans quelle mesure sensibiliser les gens à travers des panneaux qu'on va pouvoir implanter plutôt sur nos chaussées afin de pouvoir réguler la circulation. Une suggestion peut-être, si le ministre Yag pouvait penser également à contrôler, disons, l'âge des gens en pleine circulation, puisque peut-être que vous comprenez ce que je veux dire par là. Et souvent les accidents, souvent c'est le week-end et que c'est la nuit. Et c'est des jeunes de 18 ans, voire même 16 ans, qui peut-être papa est au sommeil, il chipe le véhicule, il sort, il va en boîte, il boit. Ce n'est pas par hasard bon de mettre un accent quelquefois sur... C'est-à-dire que le policier est là, il voit quelqu'un au volant, l'âge n'est quand même pas... Voilà, il lui demande sa carte d'identité s'il n'a pas 18 ans. C'est-à-dire que c'est... Moi, c'est une suggestion. Puisque souvent, c'est des enfants. Vous voyez, les lundis matin, très tôt, les dimanches, très tôt. Oui, c'est eux qui cognent les poteaux en ville, tout ça. Bon, le souci, c'est que, d'abord, au niveau de la sécurité routière, est-ce qu'il y a des gens qui veillent? Est-ce qu'il y a des gens qui font du 24 heures sur 24? On voit la patrouille en ville vers minuit, 1h, 2h, mais on ne voit pas des gens qui sont là pour assurer la sécurité routière permanemment. Ça aussi, c'est un problème. Prenez la route Lomé-Palimé, vous voyagez Lomé-Kara, Lomé-Saint-Cassé, mais la nuit, de jour, vous voyez des agents de la division de la sécurité routière. La nuit, ils disparaissent. Je ne sais pas comment on s'organise au niveau de la sécurité routière pour pouvoir contrôler véritablement ce genre de choses. Et puis, ces enfants qu'on doit pouvoir suivre, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il va falloir aussi qu'on demande si l'enfant a le permis. C'est-à-dire que si vous avez 18 ans, 19 ans, oui, mais est-ce que vous avez le permis? Mais si vous avez le permis, mais c'est pas au policier de vous interdire de conduire. Mais c'est l'autorité qui donne le permis. Donc, quand vous avez le permis de conduire, c'est que vous êtes autorisé à rouler un véhicule selon la catégorie dans laquelle vous vous êtes inscrit. Et donc, quand vous roulez un véhicule avec un permis de conduire légal, le policier n'a pas à contester, comment appelle-t-on, la conduite du véhicule. En moins que vous soyez en état d'ivresse ou vous soyez en infraction par rapport au fait d'avoir violé un feu rouge ou d'avoir fait quelque chose en pleine circulation. Voilà. Allons donc à votre dernière parution. 355e édition de la prise de la pierre sacrée. Je crois que cette année, il va y avoir un peu de sérénité, puisque l'année dernière, on a pris plusieurs pierres là. Non, sérénité, nous en doutons, en tout cas au niveau de la rédaction de la Nouvelle Tribune, parce que les indices ou les informations en provenance d'Anéro ne sont pas du tout des informations à prendre avec quiétude. L'année dernière, c'était 2, il paraît que cette année, c'est 3. C'est vrai, il y a en 2014, la prise de la pierre a tourné au lancement des pierres. Les gens ont pris des chaises sur la tête, etc. En 2015, vous avez vu la prise de 2 pierres sacrées, une le matin, et avec 2 couleurs blanc sale, une autre l'après-midi de couleur blanche avec 2 messages différents, et ça s'est passé au vu et au su de tout le monde. Et donc depuis 1963 ou 1663 plutôt, depuis 3 siècles où la prise de la pierre sacrée a pris une autre allure, c'est la première fois dans l'histoire de la pierre sacrée qu'on prend une pierre 2 fois. On prend la même pierre 2 fois, 2 couleurs différentes, et les gens sont même allés jusqu'à profaner les couvents, etc. C'est ce que les prêtres traditionnels ont relevé. Et en 2015, vous avez vu un certain nombre de mesures qui ont été prises par Sa Majesté Genfioga
célèbre Folie Bébé 15, qui a quand même essayé de prendre un certain nombre de mesures. Et vous avez vu cette décision-là, cette décision qui a porté radiation de Nimantier, qui est le prêtre de la collectivité, enfin de la divinité Makole. Et ensuite, cette interview de Nimantier dans laquelle il dit que lui, il continuera de prendre la pierre sacrée à moins qu'on lui coupe la tête. Et donc, cette année, mais bien qu'étant destitué, bien qu'étant remplacé à la tête de cette divinité-là, et on se dirige tout droit vers le remake des événements 2014-2015, d'autant plus que dans une lettre en date du 7 juin 2017, envoyée à Sa Majesté Genfioga Folie Bébé par le préfet des Lacs, M. Bénissant, et cette lettre stipule en des termes diplomatiques que on demande au roi Sa Majesté de pouvoir rendre inclusif les préparatifs de la prise de la prochaine pierre sacrée. Et donc, vous comprenez pas inclusif ce qu'il voudrait dire, c'est-à-dire que inclusif en incluant dans un souci d'apaisement et les Nimantiens et les différents protagonistes de la crise, afin que les uns et les autres puissent se retrouver dans la cérémonie de la prise de la pierre sacrée. Sauf que Sa Majesté ne s'est pas encore dédié du fait d'avoir destitué Nimantier de son poste de prêtre de la divinité Makole. Donc Nimantier et Sa Majesté a maintenu le nouveau qu'il a nommé à la tête de cette divinité. Donc de l'autre côté, Nimantier qui continue de dire que je suis toujours le prêtre ou le président ou le patron de cette divinité là, et je continuerai de prendre la pierre sacrée à moins qu'on me coupe la tête. Et donc clairement, quand vous voyez cela, c'est un bras de fer qui se profile à l'horizon, et surtout sur la base des informations selon lesquelles le 8 juin 2017, le 8 juin dernier, il y a eu une cérémonie de purification de la forêt sacrée qui a été annulée par le préfet des Lacs parce que ce n'était pas inclusif. Et donc vous voyez tous ces indices là, tous ces indices plutôt qui font croire aujourd'hui que Anéro ou Glidi mais en fait Anéro c'est dans un état, l'État doit rapidement revoir cet aspect et ramener le calme. Oui, mais on constate que l'État a quand même des difficultés à prendre des décisions. Vous savez, généralement, en matière de tradition, on constate que l'État a des difficultés à prendre des décisions. C'est-à-dire que en matière de chefferie, en matière de fêtes traditionnelles, on constate que quand il y a un problème, l'État a des difficultés à pouvoir siffler la fin de la récréation. Vous prenez par exemple ce problème de Grigipoï. Depuis 2013, 2014, 2015, 2014, on avait même pris une pierre bleu turquoise à la couleur les gens interprétaient ça autrement, que c'était politique, etc. 2014, on a lancé des pierres, on a tiré des gaz lacrymogènes. 2015, on a tiré des gaz lacrymogènes. Il y a eu des courses poursuites, et on est rentré dans les maisons, on est rentré dans les couvents. Les gens ont escaladé les murs pour venir chercher des pierres sacrées quelque part. Mais l'État n'a rien dit. C'est-à-dire que les autorités n'ont quand même pas. Il y a eu des réunions au niveau du ministère de l'administration territoriale pour essayer de colmater les brèches, mais à ce jour, il n'y a aucune décision officielle qui vient dire que telle personne est habilitée à le faire ou telle personne n'est quand même pas habilitée à le faire. Donc d'un côté, selon les tests que nous avons quand même eu à lire, on a vu que c'est Sa Majesté Genfioga Célèbre Folie Bébé qui est habilité à pouvoir nommer une organisation ou le président d'organisation de la cérémonie de la pierre sacrée. Mais d'un côté, mais vous voyez que d'un autre côté, c'est les cadres du milieu, des cadres qui se concertent et puis qui vont quand même nommer le président du comité d'organisation. Donc tout ça aujourd'hui, ça fait désordre au niveau de la préfecture des Lacs, si bien que les prochains jours s'annoncent quand même mouvementés. Voilà, les Lacs regorgent quand même des têtes pensantes. Il faudrait qu'ils voient ça rapidement. Hein. Et l'homme, votre dernière parution, une plainte contre Move Togo. Qu'est-ce qui se cache derrière cet article, rapidement? Bon, en fait, c'est une information que nous avons lue dans la lettre du continent, journal électronique de l'Afrique. On a lu, en fait, la lettre du continent rapporte qu'une société du nom de STTS, qui serait le distributeur exclusif des produits Move Togo, Move au Togo plutôt, s'est vu retirer s'est vu interdire, retirer le marché par le nouveau directeur général qui est venu en remplacement de M. Djibril Ouattara. Et donc, par rapport au préjudice subi, etc., la société STTS, qui est dirigée par un Ivoirien très très proche de Didier Drogba, puisqu'il coordonne aussi d'autres activités de l'international joueur ivoirien. Et donc, cet Ivoirien-là menacerait de pouvoir traduire Move Togo devant les juridictions togolaises. Et donc, on attend de voir comment la suite de ce dossier va se dérouler, et nous serons là pour informer les lecteurs en temps réel. Voilà, quelques minutes, sport, vous titrez le Connaught siffle
la fin de la récréation. Ça, c'est au niveau de l'athlétisme et la boxe. Oui, déjà la boxe, on a la date du nouveau congrès au niveau de la Fédération togolaise de boxe. C'est le 12 août 2017, c'est la date du nouveau congrès de la fédération. Mais au niveau de l'athlétisme, c'est quand même difficile de pouvoir maintenir la paix. Mais la dernière fois, le CNOT a quand même fait part de sa décision, à savoir retourner aux fondamentaux, aux 62 clubs qui ont quand même essayé de participer au congrès de 2013. Sauf que sur ces 62 clubs, il y a seulement 3 qui sont réglementaires. C'est-à-dire qu'il faut que les clubs soient réglementaires. Il y a 3 qui sont réglementaires sur les 62. Et donc ça pose un problème un problème juridique. Et donc le CNOT a dit, mais on ne peut pas aller à un congrès au niveau de la FTA avec 3 clubs. Mais si c'est les 3 clubs qui sont en règle, il va falloir que les 3 clubs puissent aller désigner le président de la Fédération togolaise d'athlétisme. Et donc avec tous les dissidents qu'il y a au niveau de la Fédération togolaise d'athlétisme, on est en train quand même d'essayer de voir dans quelle mesure on peut sortir de l'ornière, surtout qu'il y a une réunion avec le ministre des Sports cette semaine. Voilà, en 2 minutes, les rédactions cette semaine sont revenues sur la déclaration du député Christophe Tchao, qui joint les réformes à ramener le compteur à zéro. Bon, en fait, le problème politique du Togo, je pense quand même que de part et d'autre, on doit essayer de faire des concessions. Et comme je l'avais dit ici, on a d'un côté un parti qui veut aboutir à la 5e République, on a de l'autre d'autres partis de politique qui veulent quand même essayer de mettre en œuvre les réformes constitutionnelles, à savoir la limitation de mandat, le mode de scrutin de tout au niveau de l'espace sous-régional. Parce que, bon, c'est vrai qu'ils se disent que le Togo est quand même l'un des seuls pays à quand même rester dans ce schéma de non-limitation de mandat. Il va falloir qu'on puisse le faire aussi, c'est ce qu'ils disent, mais il va falloir en général qu'on puisse mettre de l'eau dans le vin de part et d'autre afin de faire aboutir les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Voilà, la nouvelle tribune dans les kiosques la semaine prochaine. La semaine prochaine, jeudi, c'est notre jour de parution. Voilà. Point final à CONUDP de ce jour. Elom Atisokwe, directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune, était notre invité. Moi, je suis Eugène Bamazé. Bon week-end à vous tous. Au revoir. Tous. Au revoir. Tous. Au revoir. Tous. Au revoir. C'était Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis la main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à aller emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation de mandat et le mode de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique, donc après d'autres regroupements de pays, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offrent donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice, puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.